Vous écoutez Crime Story, l'affaire Christelle Blétry, 2e et dernier épisode. Après le meurtre de sa fille Christelle en 1996, Marie-Rose Blétry décide de créer une association qui porte son nom. L'objectif est de regrouper les parents des jeunes femmes disparues ou retrouvées mortes en Bourgogne depuis 1984. En 2005, l'association a identifié 12 affaires, dont elle demande qu'elles soient réunies en un seul dossier. Raphaël Nedilko a vécu sa première vie d'enquêteur à la mythique brigade criminelle, le 36 quai des Orfèvres. On le surnommait le moine. 36 ans, 1m87, le crâne complètement dégarni, Raphaël Nedilko arrive à la police judiciaire de Dijon en 2008. Il a alors en tête une blague qui circule dans les couloirs du palais de justice de Paris. Elle dit « Si tu veux tuer ta femme, fais-le à Dijon. T'es certain de ne pas te faire prendre. » Cette blague ne le fait pas rire. Ses premiers jours en Bourgogne, on confie à Raphaël Nedilko une poignée de dossiers en état de congélation, lui précise-t-on. Ce sont des piles de papier jaunis auxquelles plus personne ne semble prêter attention. Lui décide de s'y intéresser. Il déchiffre le dossier de Christelle Maïri, assassinée dans une cave en 1986. Puis celui de Christelle Blétry, tuée à son tour et retrouvée dans un fossé 10 ans plus tard, à l'hiver 1996. Pour le flic venu du 36, ces deux dossiers sont chacun affreusement mal ficelés, avec des enquêtes mal menées dès le départ. Il n'y a pas de mort parfaite, dit-il, juste des enquêtes mal faites. Raphaël Nedilko décide alors de se plonger dans ses affaires et de repartir de zéro. D'abord, il rencontre Marie-Rose Blétry, 12 ans après l'assassinat de sa fille. Elle n'a rien perdu de son obstination à savoir ce qui est arrivé à Christelle. Inlassablement, elle vend des brioches pour alerter l'opinion publique sur sa situation et financer ses avocats, maître Corinne Herman et maître Didier Seban, spécialisés dans les cold cases. Le policier, touché par la personnalité de Marie-Rose et animé par l'envie de trouver la vérité, reprend ce dossier, ainsi que tous ceux des disparus de l'autoroute A6. Raphaël Nedilko multiplie les demandes d'actes, de nouvelles auditions ou de prélèvements par exemple. Et il obtient l'attention d'un juge d'instruction qui donne son feu vert. Des scellés négligés sont ressortis et analysés. Les résultats reviennent. 3 ADN masculins ont pu être isolés. Le premier a été extrait des affaires de Nathalie Maire, retrouvée après avoir été battue à mort en septembre 1987. Le deuxième est découvert sous les ongles de Carole Soltysiak, l'adolescente de 13 ans, poignardée en novembre 1990. Enfin, des traces biologiques masculines partielles sont mises en évidence sur la doublure d'un sac à main appartenant à Christelle Blétry et retrouvée sur la scène de crime. Damien Delseny, qu'est-ce que ça signifie exactement ? On sait, à partir de l'autopsie de Christelle Blétry, qu'elle s'est débattue. Parce qu'elle avait 15 plaies de défense, dites de défense, c'est-à-dire en essayant de se protéger des coups de couteau. Donc il est possible qu'elle ait essayé d'agripper ou peut-être même qu'elle ait blessé son agresseur. Donc ces traces retrouvées sur ce sac à main découvert sur la scène de crime, c'est très probablement la trace ADN de son meurtrier. Maintenant, il faut juste l'identifier. Comment réagit Marie-Rose Blétry en apprenant cela ? Elle est très partagée entre un véritable espoir, évidemment, mais aussi une profonde colère. Elle attend évidemment beaucoup de ce nouvel élément, mais en même temps, elle est toujours très circonspecte sur le rôle de la justice dans le traitement de cette affaire et de son affaire, de son enquête. Et surtout, elle a appris entre-temps que des scellés avaient été transmis de manière non protégée, c'est-à-dire sans respecter les règles élémentaires de protection d'un scellé pour pas qu'il soit pollué par d'autres choses. Donc, lors de ce transfert au laboratoire, les conditions n'ont pas été respectées. Et donc, évidemment, ça peut mettre en danger tout le travail d'analyse et de prélèvement qui avait été, dans un premier temps d'ailleurs, refusé par la justice. Est-ce que maintenant, et grâce à cet ADN, on va pouvoir savoir qui a tué la jeune femme ? En fait, non. Pourquoi ? Parce que l'ADN qui a été prélevé sur la scène de crime, sur ce sac à main, c'est un ADN partiel. Un ADN, c'est en quelque sorte comme un code-barre. Et là, ce code-barre qui a été récupéré sur le sac à main, le fichier national des empreintes génétiques, qui à l'époque a été créé 8 ans auparavant, ne peut pas tout seul retrouver l'identité d'un ADN présent dans le fichier s'il n'est pas complet. Donc ça ne permet pas d'avoir une réponse ferme et définitive à ce moment-là. L'enquête de Raphaël Nedilko se poursuit.
En 2012, pour la première fois, le voisinage de Christelle Blétry est enfin entendu. Quand les policiers sonnent à leur porte, 16 ans après les faits, les riverains leur ouvrent et ironisent. « Vous en avez mis du temps ». Mais ces investigations tardives ne mènent à rien. En 2014, des techniques ADN dernier cri permettent enfin une avancée significative. Après le passage de l'ADN retrouvé dans le FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, un nom sort, celui de Pascal Jardin. En 1996, au moment du meurtre de Christelle Blétry, Pascal Jardin vivait à Blanzy. Il n'a pas été entendu. Cet homme discret n'avait aucune raison d'être soupçonné. Il n'a d'ailleurs jamais fait parler de lui. Jusqu'en 2004, et une condamnation pour une tentative d'agression sexuelle sous la menace d'une arme. Il écope de 2 ans de prison, dont 1 avec sursis. Quand il sort de détention, après 6 mois, Pascal Jardin commence une nouvelle vie loin de la Bourgogne, dans les Landes, sur la côte atlantique. 10 ans plus tard, il mène une existence qu'on peut qualifier de normale. Il a 56 ans, il est ouvrier agricole employé dans un abattoir d'élevage de cailles, et il a 2 enfants. Et c'est tout. Pas de mauvaise réputation, pas d'autres condamnations. Personne ne s'est jamais plaint de lui. Je dois avouer ma surprise et ma gêne, confie son employeur. On l'avait embauché comme saisonnier et cela se passait bien avec la hiérarchie, donc on l'a gardé définitivement. Il embauchait à l'heure et répondait présent. Dans la vie qu'il s'est construite de l'autre côté de la France, Pascal Jardin est un voisin sympathique, bricoleur, sans histoire, dynamique et drôle. Il est fan de Cluedo, ce jeu qui vise à résoudre des enquêtes criminelles, et y joue dès qu'il en a l'occasion. Le mardi 9 septembre 2014, les policiers viennent le cueillir à son domicile de Redjon, au nord de Mont-de-Marsan. Pascal Jardin n'oppose pas de résistance. Damien, il avoue tout de suite le meurtre de Christelle Blétry. Il va raconter que le soir du meurtre, après une soirée bien arrosée dans un bar, il croise sur sa route de retour Christelle qui elle-même rentrait d'une soirée entre amis. Il raconte qu'il la force à monter dans sa voiture et qu'elle aurait cherché à s'enfuir, mais qu'il serait parvenu à la rattraper avec son couteau dans la main. Il ne va pas beaucoup plus loin dans ses premiers aveux, il ne s'explique pas surtout sur le mobile, est-ce qu'il y a un mobile sexuel, alors qu'il a quand même déjà eu 3 auditions pour s'expliquer sur ses aveux. Il n'est donc pas impossible que le mobile soit quand même une agression sexuelle. D'ailleurs, dans son casier, il y a une agression sexuelle sous la menace d'une arme, ce qui ressemble quand même au début du scénario du meurtre de Christelle Blétry. Donc les enquêteurs, ils penchent plutôt pour cette pulsion sexuelle et ensuite une sorte de perte de contrôle totale de lui-même et de déchaînement de violence, notamment parce qu'il avait consommé beaucoup d'alcool. Le fait que Pascal Jardin soit capable de commettre des crimes et de mener à côté une vie d'apparence normale, ça s'appelle le clivage. Alors ça s'appelle le clivage en termes psychiatriques ou psychologiques ou médicaux, et c'est surtout finalement assez répandu. On pense toujours que quelqu'un qui commet un meurtre aussi violent ne peut que être un tueur en série qui va reproduire ce scénario, mais c'est pas obligatoire. Il y a des meurtriers qui commettent des faits extrêmement graves et qui ne font quelque part plus jamais parler d'eux, en tout cas qui ne tuent plus, et qui se construisent effectivement une vie professionnelle mais aussi une vie familiale après avoir commis un acte comme celui-là. Mais quand même, là on voit que Pascal Jardin, il se fait aussi arrêter parce qu'il a été poursuivi dans une procédure d'agression sexuelle sous la menace d'une arme. Est-ce qu'il est responsable aussi pour d'autres des crimes qui ont été commis sur des jeunes filles ou des jeunes femmes en Bourgogne entre 1984 et 2005 ? À ce jour, non, parce qu'évidemment, quand Pascal Jardin a été identifié avec certitude pour le meurtre de Christelle Blétry, les enquêteurs se sont posé la question de son implication dans d'autres disparitions ou dans d'autres meurtres qui étaient survenus dans la région. Mais en tout cas, que ce soit au niveau de son emploi du temps, de sa position géographique à ce moment-là, et surtout de la présence ou pas de son ADN sur la scène de crime, la réponse c'est non, il n'est pas impliqué dans d'autres affaires. Comment réagit Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle, en apprenant que le meurtrier de sa fille est identifié ? Elle va l'apprendre par la bouche du juge d'instruction, qui va la convoquer le mardi, c'est-à-dire le jour même de l'arrestation de Pascal Jardin à l'autre bout de la France dans les Landes. Il va pas lui dire au départ pourquoi il souhaite la voir. Pour elle, c'est devenu malheureusement un peu classique de se rendre régulièrement dans le bureau du juge d'instruction et souvent pas pour de bonnes nouvelles. Elle a à l'époque 56 ans, ça fait 18 ans qu'elle attend, et lorsque le juge va lui annoncer que ça y est,
on a interpellé probablement le meurtrier de sa fille, elle ne va pas réaliser tout de suite. Elle confiera plus tard « C'est un raz-de-marée qui m'a submergé, je l'avais tant espéré ». Le jeudi 2 février 2017, Pascal Jardin est condamné par la cour d'assises de Saône-et-Loire pour le viol et le meurtre de Christelle Blétry à la perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 20 ans. Le mercredi 3 octobre 2018, un an après, sa condamnation est confirmée par la cour d'appel de la Côte d'Or. Raphaël Nedilko est aujourd'hui enquêteur au commissariat de Chalon-sur-Saône. Depuis la résolution de l'affaire Christelle Blétry, il a gardé un lien indéfectible avec sa mère, Marie-Rose. En mars 2022, un pôle entièrement dédié aux crimes sériels non élucidés a été créé au tribunal judiciaire de Nanterre. Les avocats Corinne Herman et Didier Seban continuent de se consacrer à ce type de dossier. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien. Avec à la production Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, à la réalisation Pierre Chaffanjon et à la rédaction en chef Jules Lavie. Comme d'habitude, Crime Story est raconté avec Damien Delseny. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en nous envoyant des étoiles ou des commentaires ou en nous écrivant à l'adresse crimestory@leparisien.fr. Et je vous conseille d'écouter également nos 2 autres podcasts, Code Source, consacré à l'actualité, et Le Sacre, un podcast dans lequel vous entendrez des récits de médaillés olympiques.